L'arrière a tellement décollé, il a atterri de travers et tout de suite après, j'ai fait exactement la même chose et l'histoire a continué comme ça. Peu importe à quoi ça ressemble, ça pourrait bien être le plus gros succès actuel dans le secteur de la moto. Ils ont besoin d'une moto avec un moteur plus gros, avec un cadre plus grand. Salut, c'est Anzej et voici la Yamaha Tracer GT9 Plus. Oui, je ne me suis pas trompé. Ils ajoutent de plus en plus de lettres et de petits plus à ce Tracer. Il est évident que Yamaha essaye de tirer le maximum, non seulement du Tracer, mais surtout de ce cadre et du moteur CP3. Ce seront donc mes premières impressions, car il se passe vraiment beaucoup de choses intelligentes sur cette moto, et quelques-unes moins intelligentes. Si vous voulez vraiment connaître mon opinion à 100%, procurez-vous un numéro de Schwiat Motocycli ou visitez le site web Le Monde de la Moto.pl. Et maintenant, je vais vous parler de mes premières impressions en conduisant cette moto, une moto qui est actuellement le vaisseau amiral de la gamme Tourisme chez Yamaha. Et à mon avis, c'est le plus gros problème de ce constructeur japonais, car la machine est bourrée de technologies de pointe. C'est clairement une moto pour les amateurs de gadgets ou pour ceux qui veulent simplement voyager en toute sécurité et avec un maximum de confort. Parce qu'ici, à bord, nous avons un radar, une caméra à l'avant, un radar arrière qui signale les angles morts, une boîte de vitesse automatisée avec la possibilité de changer les vitesses manuellement ou automatiquement. Un ABS de virage avec un système qui nous avertit des obstacles et nous assiste lors du freinage. Non, il n'y a pas de freinage d'urgence ici, la moto ne freinera pas à votre place. C'est très important pour beaucoup de gens, mais au moment où ils détectent un danger, ils commencent d'abord par clignoter avec ce grand écran. Ce qui s'est avéré utile aujourd'hui pour plusieurs personnes, car nous roulions sur des routes glissantes, des poules traversaient et d'autres choses du genre. Et nous avons tous convenu que ce clignotement de l'écran, en fin de compte, c'est plutôt sympa, surtout quand tu regardes la navigation, que tu admires les montagnes et d'autres choses similaires. Et au moment où il faut vraiment freiner très fort en urgence, ce système détecte ce qui se passe. Il y a ici cette caméra, ce radar. Toi, tu appuies sur le frein. Moi, j'utilise toujours un seul doigt et tu sens que cette moto augmente la pression, mais pas de façon, elle le fait exactement comme tu voudrais que ça se passe. Ce n'est pas comme si ça intervenait sans que tu comprennes ce qui se passe. Donc, il y a vraiment ici beaucoup de technologies intelligentes, des techniques. Mais il n'y a pas de moteur et il n'y a pas de cadre. Eh bien, il est ici. C'est le CP3 que nous connaissons du MT-07, maintenant R9. Il a 119 chevaux, 90 et quelques newton-mètres. Il y a un cadre que nous connaissons parfaitement. Un cadre qui a été légèrement renforcé à quelques endroits pour que cette moto puisse supporter des charges plus importantes de bagages et de passagers. À lui seul, il pèse 230 kg, donc bien plus que la MT-09. Et tout cela fonctionne, mais laisse vraiment un certain goût d'inachevé. Surtout quand on commence à considérer cette moto comme une machine sport touring, car c'est ainsi que Yamaha la présente. Sport touring, c'est-à-dire une machine censée nous offrir des sensations sportives, des performances sportives dans un emballage de tourisme. Et la vérité, c'est que ce moteur, avec ses nouvelles normes d'émission, a clairement un peu perdu de sa vigueur à l'intérieur, ce qu'on ne ressent absolument pas, par exemple, sur la MT-09, justement parce que la moto est bien plus légère. Et ici, quand on roulait dans les montagnes, qu'on grimpait, vous savez, à de grandes altitudes, tu sors soudainement d'un virage, tu lui mets les gaz. Et là, il réagit comme ça. C'est la même chose quand on roule. Cette moto se sent le mieux jusqu'à environ 130-140 km à l'heure. Là, il ne rugit pas, il roule tranquillement, il est stable. Mais au-dessus de cette vitesse, le moteur commence à rugir. La moto devient, vous voyez, un peu zigzagante, légèrement instable. Et c'est vous qui m'avez fait remarquer cela lors des précédents tests du Tracer, parce que vous savez, on vient toujours faire les essais en montagne et on attaque dans les virages à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il est rare d'avoir l'occasion de vraiment rouler sur l'autoroute, surtout à des vitesses comme celles qu'on atteint en Pologne sur l'autoroute, et vous avez entièrement raison. Cette moto, avec les valises, au-dessus de 140 km à l'heure, oui, il y a tout le temps de petits mouvements auxquels on peut probablement s'habituer avec le temps et finir par les accepter.
Mais la vérité, c'est qu'il se sent mieux lors d'une conduite plus tranquille. Et d'ailleurs, c'était pareil en roulant en montagne, parce qu'au début, avec cette moto, on est parti. Et maintenant, je ne critique plus seulement le moteur, ni ses performances, parce que quand on le pousse dans ses retranchements, ça va, il roule, il accélère. Ce n'est pas comme si, vous savez, cette moto était lente, elle fait quand même 120 chevaux, mais ce que je veux dire, c'est, vous voyez, la plage de régime moyenne, la plage basse et moyenne de Tours, et c'est pareil pour le cadre et la tenue de route. Quand on commence à rouler, on se dit, oh, une grande forêt, je vais foncer, mais ce n'est pas une moto, ce n'est pas une machine de ce type de moto qui entre toute seule dans les virages. Vous savez, sans réfléchir, tu regardes juste où tu veux aller et puis boum, 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 tu fonces. Non, cette moto exige qu'on lui demande, vous savez, avec ce fameux contre-braquage. Et au début, on était monté dessus et on s'est dit, mince, c'est cette petite moto légère juste pour s'amuser, pour rouler tranquillement. Après quelques heures, parce qu'aujourd'hui on a fait plus de 320 km, on a passé 9 heures sur cette moto, vous savez, avec les routes sinueuses, les arrêts, les photos et tout ça. Eh bien, déjà à la moitié de la journée, malheureusement, je m'y suis habitué et vous savez, c'est devenu automatique. Je savais exactement quelle force mettre pour que la moto change de direction. Je ne suis pas très fatigué. En fait, je ne suis même pas du tout fatigué. Même mes fesses ne me font pas mal parce que cette nouvelle selle est vraiment top. Mais pour que vous compreniez bien, cette moto demande tout simplement, comme on dit en anglais, plus de rider input, c'est-à-dire un plus grand engagement du motard pour qu'elle prenne rapidement les virages. Je touche maintenant la selle, donc je vais vite préciser qu'elle est plus haute que sur l'ancienne, mais plus étroite ici à l'avant, donc l'arc, parce que je ne sais même pas comment le dire en polonais. L'arc de contact avec le sol est finalement plus petit que sur le modèle précédent, parce qu'ici c'est plus étroit, mais à cause de cela, la position de conduite est aussi un peu particulière, car la selle nous pousse fortement ici contre le réservoir. Encore une fois, je ne ressens pas de fatigue sur cette machine, mais c'est assez particulier. Une fois qu'on s'est habitué à cela, cette moto a commencé à devenir plus vive. À un certain moment, nous avons vraiment commencé à rouler de manière très sportive, je voulais dire à des vitesses folles, car c'est aussi un fait. Nous roulions à des vitesses folles. Je suis même content que la caméra DJI n'ait pas voulu enregistrer aujourd'hui. Toutes les caméras sportives, c'est de la camelote. J'en ai tout simplement ras-le-bol. Je passe de GoPro à DJI en pensant que ce sera mieux. Et soudain, il y a un problème avec les batteries et pouf, voilà. Je regrette de ne pas vous avoir montré l'écran, mais je vais vous en parler tout de suite. Nous roulions à des vitesses folles et je me sentais très en sécurité sur cette machine. D'abord parce que j'ai appris à la maîtriser, à la conduire comme il faut. Et ensuite, il faut le reconnaître, la suspension est extraordinaire. Je suis, et je le suis devenu il y a quelque temps déjà, un fan de Kayaba. Maintenant, je suis encore plus fan. C'est une suspension semi-active. Certes, vous savez, on ne peut vraiment modifier ces réglages en profondeur qu'à travers l'application. C'est étrange car ici, via l'ordinateur de la moto, on ne peut changer que 2 modes automatiques et 2 modes personnalisés dont je ne sais même pas vraiment à quoi ils servent. En général, j'ai remarqué que ces modes de conduite, à part le mode pluie, se ressemblent beaucoup entre eux. Mais peu importe le mode de suspension, elle est tout simplement exceptionnelle. Sur les bosses, les petites irrégularités, les grosses irrégularités, cette moto glisse littéralement sur la route. Elle est merveilleuse. Elle est ultra confortable, surtout en ce qui concerne la conduite sur les bosses. Ça m'a même fait rire parce qu'une fois David a fait un whip, moi aussi, parce qu'on roulait sur une route, vous savez, où la limitation était à 30 et il y avait ces cassures brutales parce que c'était quelque part en montagne, tu vois, la route s'était affaissée et tout à coup, je le vois, il roule, l'arrière de sa moto a carrément décollé, il a atterri de travers et juste après, j'ai fait la même chose et cette moto a juste absorbé ça et a continué sa route. C'est tout simplement une bombe. Plus tu commences à pousser cette moto, plus tu commences à rouler fort. Tu sais, cette semi-activité commence vraiment à fonctionner et elle stabilise la moto de façon remarquable. Donc même cet engin, c'est assez drôle. Quand on roulait au début à moitié gaz, il était un peu mou, mais quand on a commencé à vraiment le pousser, tu sais, les repose-pieds qui frôlent le sol, des freinages brusques, l'accélérateur à fond, juste à passer les vitesses, il était littéralement collé à l'asphalte. C'était incroyable. Donc, ce sont un peu les deux visages de cette moto.
ou même en fait une infinité de facettes pour cette machine. Ici, je peux passer à la boîte de vitesse qui est en mode automatique selon moi et tout simplement, elle fonctionne mieux que celle de la MT-09 que j'ai testée. Ils ont clairement amélioré le logiciel ici car la moto ne monte plus ou ne rétrograde plus de vitesse en courbe, mais ce mode automatique reste quand même sympa. Je ne plaisante pas en ce moment. Si quelqu'un a un problème, je ne sais pas, une paralysie de la main ou de la jambe, moi j'ai eu la cheville cassée il y a quelque temps, ça m'aurait été utile. Alors cette boîte de vitesse, d'accord, je ne veux pas dire que c'est, vous savez, un choix réservé aux personnes en situation de handicap. D'une certaine manière, ça facilite les choses. Si tu ne te sens pas à l'aise avec ton niveau de conduite et que tu veux, pendant la conduite, te concentrer uniquement sur l'accélération, le freinage et le choix de la bonne trajectoire, alors d'accord. Mais si tu es comme moi ou une personne qui aime la conduite sportive, tu apprécieras ces petits boutons. Parce que la vérité, c'est que quand on a attaqué aujourd'hui, le passage en manuel est très agréable. Parce que tu joues tout le temps avec les vitesses. Et par exemple, en étant penché dans un virage, tu n'as pas besoin d'aller chercher la pédale avec ton pied. Il te suffit juste d'appuyer sur le bouton, tac, 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 tac. Et honnêtement, pour rouler de façon touristique avec ce type de moto, je peux très bien avoir les vitesses ici sur la poignée. Et aujourd'hui, j'ai passé 95% du temps à changer les vitesses manuellement et je me suis vraiment éclaté. Ce qui est cool aussi, c'est le régulateur de vitesse adaptatif que j'ai utilisé plusieurs fois également. Sur l'autoroute, ça fonctionne vraiment bien et vous savez, ça peut être une façon naturelle de limiter la vitesse de croisière avec cette moto. Vous prenez un pote devant ou une copine qui aime rouler à 130, 140 sur l'autoroute. Vous réglez le régulateur de vitesse adaptatif derrière lui ou elle et vous roulez tout simplement. Cela fonctionne très bien en mode automatique. Il change les vitesses tout seul, vers le haut, vers le bas, etc. Et vous roulez simplement. Pour un début de ce genre de système sur les motos, il me semble que c'est déjà suffisamment bon. Ça ne secoue pas, ça ne tire pas, on peut lui faire confiance. Vraiment, c'est très correct. Je l'ai utilisé simplement à la fin, juste pour me détendre un peu, mais écoutez les oiseaux chanter. Ce qui m'a aussi impressionné sur cette moto, c'est la stabilité au freinage et le système ABS. Et vous savez, Yamaha propose ici de nombreux systèmes qui portent des noms étranges. Je vais le décrire dans l'article, mais il y en a même un qui stabilise la moto à l'entrée dans le virage. Donc, même si tu rétrogrades trop fort, il n'y a pas seulement l'embrayage anti-dribble qui empêche la roue arrière de se bloquer, mais aussi la poignée des gaz qui veille à ce que la roue ne se bloque d'aucune manière, c'est-à-dire qu'elle n'entre pas en glissement. Donc aujourd'hui, c'est en descente que cette moto m'a le plus plu. Étonnamment, d'habitude, c'est sympa de monter une côte, d'accélérer, waouh, waouh, waouh. Mais c'est en descente qu'il m'a plu parce qu'en bas, il ne manquait pas de puissance. Il accélérait tout simplement à la sortie de chaque virage. Élégamment, en fait, il ne manquait pas de puissance, de couple. Tu sais, il ne commence vraiment à vivre qu'à 6 ou 7 000 tours par minute. Et franchement, tirer autant sur une moto de tourisme, ça ne me convient tout simplement pas. Peut-être que c'est ça le côté sportif? Peu importe. En descente, bah, c'était génial parce qu'on passait même sur les irrégularités, les bosses. Tu pouvais vraiment freiner fort de l'avant et en fait, je freinais à la fois de l'avant et de l'arrière. Je rétrogradais, boum, 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 boum. Et il s'accrochait super bien, clac, 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 clac. Donc le freinage avec cette machine, c'est une révélation. La suspension, une vraie bombe. C'est l'une des meilleures sur lesquelles j'ai roulé. En ce qui concerne les aspects touristiques, la protection contre le vent, à mon avis, est moyenne, comme sur toutes les motos. Une bonne protection contre le vent, vous savez quoi? À mon avis, c'est sur la Hayabusa, parce que tu te penches derrière la bulle et tu fais un avec la moto comme un petit œuf, et là, rien ne te frappe. Tu peux rouler à 300 et c'est génial. Si tu roules comme ça, alors je ne sais pas quel genre de bulle il te faudrait. Si tu avais une bulle comme ça, elle bougerait dans tous les sens. Cela ne change rien au fait que cette bulle est réglable électriquement. C'est censé être sympa, mais c'était comme ça tout le temps. On roulait vite et elle bougeait un peu. En général, ma tête ne bougeait pas, mais je sentais la résistance du vent partout sur mes épaules. Les jambes, ça va, c'est tout à fait correct. Vous savez, il y a quand même une certaine protection contre le vent. Ce qui est sympa côté tourisme, c'est qu'on a ici un petit compartiment sur le côté. On peut y ranger son téléphone et il y a un GPS Garmin intégré qui ne nécessite pas d'abonnement supplémentaire et qui fonctionne très bien. Elle affiche les radars et les limitations de vitesse. L'affichage sur cet écran est magnifique. Moi, je ferais comme on a fait aujourd'hui.
J'achèterai un téléphone supplémentaire, pas cher, sous Android, et je le laisserai tout simplement là en permanence. J'y installerai uniquement cette application et ce serait mon téléphone dédié à la moto parce qu'il resterait là, il se rechargerait, il fonctionnerait en continu, car pour que la navigation fonctionne, il faut que ce téléphone soit là. En plus, la moto est magnifiquement réalisée et en même temps pas si bien finie parce que la peinture, tout est sympa, tout est bien ajusté. Mais ensuite, il y a des détails comme ces câbles qui ressortent. Il y a des câbles partout. C'est carrément une constellation de câbles. Je ne suis pas surpris parce que tous ces petits interrupteurs, ces éléments électriques doivent bien fonctionner avec des câbles. Il devrait peut-être y avoir une sorte de fibre optique pour ça ou quelque chose de plus intelligent. À mon avis, ça a vraiment l'air affreux. Mais bon, ici vous voyez, on a une fermeture centralisée pour les valises qui sont assez petites parce que c'est une petite moto, donc les valises ne sont pas grandes non plus. Mais il y a ces petits boutons. Mais ici aussi, il y a une petite serrure. Honnêtement, ça ne m'a pas vraiment impressionné non plus. Je ne sais pas si ça devrait, parce que vous savez, je ne suis pas vraiment un grand voyageur, un vrai touriste. C'est à vous de donner votre avis en ce qui concerne vos expériences avec ces choses-là. Je suis ici pour vous dire comment cette moto roule et à qui elle pourrait éventuellement convenir. Je fais simplement de mon mieux, c'est tout. La visibilité dans les rétroviseurs est excellente. Ces petites lumières pour l'angle mort ne m'ont pas dérangé parce que, par exemple, sur la Multistrada, cette lumière dorée me gêne énormément. Elle clignote tout le temps, alors que celles-ci sont subtiles, visibles, mais en aucun cas irritantes. Les freins, le mètre cylindre radial, la puissance est vraiment suffisante. Et combiné à cet ABS, c'est une tuerie. Les pneus Bridgestone T32 d'origine, c'est de la bombe. Ces Bridgestone conviennent vraiment aussi bien à la conduite rapide qu'à la conduite tranquille. Il n'est pas nécessaire de les chauffer. Ils ont vraiment très bien fonctionné. Ici, il y a la précharge du ressort à régler pour les bagages, le passager et ainsi de suite. J'aimerais épuiser le sujet parce que je parle un peu en vrac, mais j'ai sûrement oublié beaucoup de points. Et en ce qui concerne l'écran, il y a différents modes d'affichage, ce qui n'est pas très important, mais ce qui compte, c'est qu'il est facile de naviguer dans les réglages, comme pour relever la bulle ou activer les poignées chauffantes. Franchement, la navigation dans ce menu n'est pas très compliquée. Ensuite, quand on va plus en profondeur et qu'on commence à lire à propos de ces systèmes, ils utilisent des abréviations, donc il faut lire le manuel, mais en réalité, il vaut mieux tout laisser activer, car cette moto est avant tout conçue pour être sûre, pas pour faire n'importe quoi. Des clignotants étranges auxquels je me suis pourtant vite habitué. Ici, les gens s'en plaignent, mais pour moi, bon Dieu, quelqu'un a dû recevoir un salaire pour inventer quelque chose. Regardez, j'ai inventé une nouvelle façon d'activer les clignotants. C'est comme ça, un point c'est tout. Il suffit d'un instant pour s'y habituer. Donc dans l'ensemble, peu importe comment on le regarde, cette moto est une très bonne machine. Vous savez, bon, c'est juste la première impression qu'il est un peu pâteau et qu'il faut mettre un peu plus d'énergie pour le conduire. C'est tout simplement comme ça. Il est le plus agréable à conduire quand on roule calmement, tout simplement. Il a cette option de conduite sportive, mais là c'est à toi de la faire ressortir, pas à la moto. Quand tu roules tranquillement avec, c'est super agréable et plaisant parce que tu te sens en sécurité, c'est chouette et merveilleux. Mais où est-ce que je veux en venir? Ce que je veux dire, c'est que Yamaha, avec toute cette technique, cette technologie, enfin, la technologie c'est pour la production, non? Avec tous ces systèmes, avec ces radars. Ah, j'ai oublié de dire, c'est pourtant le plus important, c'est ces phares sauvages que tout le monde trouve affreusement moches sur cette moto. En vrai, je le vois différemment. C'est pareil que pour la MT-09. En vrai, elle est vraiment belle parce que la peinture est jolie et tout ça. Pour ça, je ne sais pas. En vrai, ça rend bien mieux qu'en photo. Mais le point, c'est ça. Ces phares sont des phares matriciels à LED. Ils éclairent les deux côtés en même temps. Ils éclairent aussi les virages, mais ce n'est pas tout. Ici, il y a une caméra qui observe l'environnement et lorsqu'une voiture arrive en face, ces phares découpent le faisceau lumineux pour ne pas éblouir cette voiture. Donc vous voyez, c'est comme dans toutes ces nouvelles voitures super cool. Tu roules tout le temps en feu de route. Ici, c'est éclairé. Là, quelqu'un arrive, alors ça découpe pour ne pas l'éblouir. Je ne sais pas comment ça fonctionne en pratique parce qu'on n'a pas roulé de nuit, mais dans les tunnels, j'ai vu que ces phares éclairent
les virages à droite, à gauche. Donc il me semble que pour la conduite touristique, peu importe à quoi ça ressemble, ça pourrait bien être la meilleure innovation actuelle dans l'industrie de la moto parce que, d'après ce que Bariwa m'a dit, seul Yamaha propose quelque chose comme ça. Parce que si les motos ont des feux d'éclairage de virage, ce n'est que pour éclairer les virages et non pour masquer les parties où l'on pourrait potentiellement éblouir quelqu'un. Avec toute cette technologie, avec tous ces gadgets, ils ont besoin d'une moto avec un moteur plus gros, un cadre plus grand, conçu pour ça. Parce qu'ils ont tiré le maximum de ça. Écoutez, c'est la même chose que la R9, c'est la même chose que la MT-09. Ils ont vraiment poussé ce concept jusqu'au bout. S'ils veulent avoir un vrai porte-étendard, Yamaha mérite une nouvelle FJR 1300, une nouvelle Ténéré 1200. Tout simplement, avec tout ce qu'ils ont, c'est maintenant le moment d'avoir un moteur plus gros qui délivre plus de couple, des régimes plus bas, la même vitesse et ainsi de suite. Parce que là, on est à la limite d'une moto, vous savez, porte-étendard, de tourisme, tout comme la R9 est à la limite d'une moto sportive. C'est vrai, mais d'un porte-étendard, on aimerait tout simplement en avoir plus sur ce plan-là. Salut!